L'histoire commence dans une église durant la dynastie Joseon, il y a environ 200 ans. Les gens se rassemblaient pour prier lorsqu'un homme entra, suscitant la peur. Ils réalisèrent qu'il était un démon à cause d'un étrange tatouage sur sa main. Les gens paniquèrent et s'enfuirent. Une courageuse jeune fille affronta le démon et le blessa avec une croix. Au lieu de se mettre en colère, le démon rendit calmement la croix à la fille avant de partir. Ce démon était séduisant et doux. Sa tâche était d'aider les gens en réalisant leurs vœux, mais en retour, il leur faisait signer un contrat de 10 ans. Après 10 ans, les personnes ayant signé ces contrats mouraient et iraient en enfer. C'était le stratagème du démon pour piéger et tromper les âmes désespérées. L'histoire se déroule ensuite de nos jours, lors d'une cérémonie de remise de prix pour le meilleur PDG en Corée du Sud en 2023. Une jeune femme nommée Do Do-hee, PDG de Mirai FNB, remporte le prix pour la 2e année consécutive. Do-hee est très dévouée à son travail et n'a pas de temps pour l'amour. La belle-mère de Do-hee, Madame Ju, organise un mariage pour elle. Madame Ju menace de ne pas passer un examen de santé si Do-hee refuse un rendez-vous arrangé. Pour faire plaisir à sa belle-mère, Do-hee accepte la rencontre. Pendant ce temps, le démon d'il y a 2 siècles visite un sauna pour prendre l'avis d'un boss de la mafia qui avait signé un contrat avec lui il y a 10 ans. Le boss de la mafia tente d'éviter son destin en feignant d'oublier l'accord et en essayant de négocier avec le démon. Le démon, peu intéressé par les offres, prend l'avis du boss de la mafia, provoquant une crise cardiaque. Do-hee arrive au restaurant pour son rendez-vous arrangé et rencontre le séduisant démon, qui a réservé tout l'endroit. Do-hee, qui n'est pas intéressée par un rendez-vous amoureux, est attirée par le charme du démon. Elle se plaint du mariage arrangé, ce qui déroute le démon, qui ne s'attendait pas à faire partie d'un événement de mise en relation. Do-hee demande au démon de rejeter le mariage arrangé et lui donne sa carte de visite, demandant en retour la sienne. Le démon se présente sous le nom de Jang Gu-won. Il est non seulement un démon, mais aussi le propriétaire de la fondation Sonwol, qui œuvre à préserver la culture traditionnelle coréenne. Après la fin du rendez-vous, Do-hee décide de partir. Mais juste au moment où elle s'apprête à partir, les hommes de main du boss de la mafia, dont Gu-won a pris la vie plus tôt, arrivent. Le bras droit du boss de la mafia, Song-won, manque de frapper Do-hee avec un gâteau qu'un serveur apportait pour Gu-won. Voyant le gâteau sur le point de toucher Do-hee, Gu-won la déplace rapidement pour sauver le gâteau. Do-hee est surprise et pense que Gu-won avait prévu le gâteau comme une surprise d'anniversaire pour elle, étant donné que c'était son anniversaire. Gênée, elle demande à aller aux toilettes. Gu-won, concentrée sur son gâteau, prête peu attention à sa demande. Alors que Gu-won s'apprête à manger son gâteau, Song-won le gâche. Cela met Gu-won dans une colère noire, et il confronte Song-won et ses hommes. Lorsque Do-hee revient des toilettes, elle voit le gâteau en ruine. Gu-won, clairement contrariée, renvoie Do-hee, la laissant blessée et confuse. La détresse de Do-hee augmente lorsqu'elle découvre que quelqu'un essaie de ruiner son entreprise, Mirai FNB, qu'elle a bâtie avec Madame Ju. Madame Ju, une riche veuve qui a adopté Do-hee après la mort de ses parents, avait 2 enfants problématiques. Son fils aîné, Sok-min, était le PDG de Mirai Electronics mais luttait contre l'alcoolisme. Il était marié à Sera, qui aimait la chirurgie esthétique, et ils avaient un fils nommé Do-gyong, qui agissait de manière étrange. Le 2e enfant de Madame Ju, So-han, était le PDG de Mirai Apparel et aimait la vie urbaine animée à Paris. Elle avait des jumeaux, et son mari, un professeur aux États-Unis, était souvent absent. Madame Ju avait aussi un neveu nommé Sok-hoon, qu'elle considérait comme un partenaire commercial. Après l'incident du rendez-vous arrangé, Do-hee reçut un message urgent de Madame Ju, la faisant paniquer et se précipiter à l'hôpital. Do-hee craignait que quelque chose de grave ne soit arrivé à Madame Ju, mais c'était une ruse de Madame Ju pour célébrer l'anniversaire de Do-hee. Bien que Do-hee n'aime pas les célébrations d'anniversaire, Madame Ju s'était donné du mal pour fêter cela, car elle se souciait d'elle. Autrefois, Madame Ju avait visité l'école de Do-hee dans une voiture de luxe pour la protéger des moqueries en tant qu'orpheline. Elle avait aussi tenté d'influencer la vie amoureuse de Do-hee en offrant des bons d'achat à son petit ami car elle n'approuvait pas leur relation. Madame Ju demanda ensuite des nouvelles du rendez-vous arrangé. Peu après, l'assistante de Do-hee, Madame Shin, reçut des nouvelles que le conseiller matrimonial avait donné la mauvaise adresse de restaurant. Madame Shin contacta Gu-won pour s'excuser et offrir une compensation. Mais Gu-won refusa, toujours contrariée par son gâteau gâché. En même temps, Madame Ju organisa une autre rencontre pour Do-hee car elle s'inquiétait de son âge et craignait de mourir sans voir sa fille mariée. Lorsque Do-hee apprit qu'elle était sur le point d'être mise en relation à nouveau, elle décida de s'échapper de l'hôpital.
Entre-temps, Doi se rendit à la plage et pensa à son passé avec ses parents. Se sentant seule pour son anniversaire, elle décida de boire pour faire face à ses sentiments. Gu-won cherchait des personnes désespérées ayant besoin de son aide, mais la nuit semblait exceptionnellement calme. Doi, légèrement ivre, décida de réserver un taxi en ligne pour rentrer chez elle. Pendant le trajet, elle se réveilla et vérifia son téléphone, réalisant que le voyage allait dans la mauvaise direction. Le chauffeur avait de mauvaises intentions et voulait lui faire du mal. Heureusement, Doi parvint à s'échapper du taxi et commença à courir de peur. Elle rencontra soudainement Gu-won. Au début, elle pensa qu'il pouvait travailler avec le chauffeur, mais se sentant désespérée, elle demanda son aide. Gu-won accepta de l'aider mais demanda à Doi de signer un contrat d'abord. Dans le chaos, Doi était confuse quant au contrat. Gu-won accepta de l'aider si elle signait le contrat plus tard. Il confronta ensuite le chauffeur. Doi se remet dans la voiture pour s'échapper. Gu-won utilise sa force pour maîtriser le conducteur, le faisant s'écraser contre la vitre de la voiture. Cela surprend Doi, qui se cache derrière un séparateur de route. Gu-won s'approche d'elle pour s'assurer qu'elle signera le contrat. Il se serre la main, et le tatouage en forme de croix sur la main de Gu-won brille. Le conducteur, pas encore vaincu, essaie de les écraser. Doi perd son équilibre et tombe dans la mer, suivi par Gu-won. Doi essaie de se sauver mais décide ensuite d'aider Gu-won lorsqu'elle le voit en difficulté. Gu-won est trop lourd à soulever, et Doi perd son souffle et s'évanouit. Ils survivent tous les deux, et lorsque Doi se réveille, elle est soulagée de voir que Gu-won est sain et sauf. Cependant, Gu-won semble inquiet car le tatouage en croix sur sa main a disparu. Il voit que le tatouage s'est déplacé sur la main de Doi. Gu-won prend la main de Doi, et tout autour d'eux ralentit, même les vagues se figent un instant. Doi devient plus curieuse sur la véritable identité de Gu-won, mais avant qu'elle ne puisse poser de questions, elle s'évanouit et les vagues recommencent à bouger. Plus tard, Doi se réveille à l'hôpital. À sa surprise, Gu-won est là, agissant de manière très polie et attentionnée. Cela met Madame Shin, qui est également présente, dans une situation gênante et elle quitte rapidement la pièce. Une fois Madame Shin partie, Gu-won redevient distant. Il explique qu'il est là parce qu'une partie de lui a été transférée à Doi. Doi remarque alors le tatouage sur sa main. Elle pense que c'est quelque chose qu'elle a acquis en étant trop ivre et envisage de le faire enlever par traitement au laser. Cela rend Gu-won très en colère, et il menace de lui faire du mal tout en lui tenant fermement la main. En colère, Doi veut gifler Gu-won, mais il l'arrête en lui tenant la main. Ensuite, Gu-won la lâche délibérément, lui permettant de le gifler et de le faire voler. Il réalise que ses pouvoirs reviendraient s'il la touchait à nouveau. Peu après, la police vient interroger Doi sur la tentative de meurtre de la nuit précédente. Madame Shin leur demande de garder l'affaire confidentielle. Plus tard, Gu-won retourne à son bureau et trouve son assistant, Bok-gu, en train de lire un livre sur les démons. Bok-gu a appris que Gu-won survivait en faisant des contrats avec des gens. Gu-won demande à Bok-gu de trouver des informations sur Doi, en disant qu'elle avait pris quelque chose de lui. Bok-gu remarque que le tatouage en croix sur la main de Gu-won a disparu, signifiant que ses pouvoirs étaient partis, ce qui l'inquiète pour la survie de Gu-won et pour son propre emploi. Sans ses pouvoirs, Gu-won ne pouvait pas remplir les contrats qu'il avait faits. Il essaie de prendre la vie d'un lutteur mais ne peut se défendre lorsque plusieurs hommes l'attaquent. Il doit fuir. Entre-temps, Doi est sortie de l'hôpital. Madame Shin lui dit qu'elle a éliminé la voiture que Doi avait utilisée le jour précédent. Doi raconte à Madame Shin sa rencontre avec Gu-won, pensant qu'il avait utilisé la situation pour créer un contrat commercial qui nuirait à son entreprise. Doi se souvient que le conducteur qui a essayé de lui faire du mal a mentionné Madame Ju. Elle demande donc à Madame Shin de l'emmener à l'hôpital où se trouve Madame Ju. À l'hôpital, Doi trouve Madame Ju prête à partir et lui propose de la ramener chez elle. Lorsqu'elles arrivent chez elle, Madame Ju vérifie son jardin. Doi essaie de demander à Madame Ju si elle lui cache quelque chose, mais Madame Ju la rassure en disant qu'elle ne peut rien lui cacher, ce qui fait sentir Doi un peu mieux. Peu après, Sokun arrive avec les états financiers de l'entreprise. Il prévoit de faire le trajet avec Doi pour avoir un moment privé avec elle car il a un faible pour elle. Mais Doi part avec Madame Shin, laissant Sokun déçu. Pendant ce temps, Gu-won continue à chercher un moyen de restaurer son tatouage en lisant un guide des démons. Frustré, il contacte Bok-gu pour vérifier les informations sur Doi. Bok-gu partage alors tout ce qu'il a appris sur Doi. De retour dans son bureau, Doi se sent stressé car les actions de son entreprise ont beaucoup chuté, lui faisant perdre des milliards.
Même ses employés ne trouvent pas de solution pour récupérer la valeur des actions. Madame Shin arrive et lui parle d'un rendez-vous avec Sohan. Doi termine sa réunion avec les employés pour rencontrer Sohan. Gu-won a appris tout sur Doi grâce à Bok-gu et décide d'utiliser son charme pour l'attirer. Pendant ce temps, Sohan essaie des vêtements neufs et est contente d'avoir fait chuter les actions de l'entreprise de Doi. Inattendu, Doi arrive et entend ce que dit Sohan. Doi porte la même tenue que Sohan. Sohan est choqué de voir Doi là. Doi montre alors des preuves de l'affaire de Sohan et l'utilise pour la menacer. Pendant leur conversation, Gu-won appelle Doi et l'invite à se rencontrer. Doi accepte et suggère de se retrouver dans un centre commercial. Avant de partir, elle avertit Sohan de se comporter correctement si elle ne veut pas que son affaire soit exposée. Sohan est laissé sans pouvoir alors que Doi s'éloigne. D'autre part, Madame Ju visite une église pour confesser ses péchés passés au prêtre. Le prêtre l'encourage à être honnête avec la personne qui mérite de connaître le péché qu'elle a commis. Cela fait revenir à l'esprit de Madame Ju l'accident qui a tué les parents de Doi. Doi arrive au centre commercial pour son rendez-vous avec Gu-won. Au début, elle est agacée car il n'est pas là quand elle arrive. Mais Gu-won se présente peu après, et son apparence séduisante captive Doi. Il explique qu'il a besoin de son aide en raison des effets secondaires de la perte de ses pouvoirs. Doi pense à lui donner de l'argent, mais Gu-won dit qu'il a besoin d'elle, pas d'argent. Gu-won a demandé à Doi de l'accompagner quelque part, et elle a accepté. Pendant le trajet, il lui a demandé la main. Sans hésiter, Doi lui a donné sa main droite, et Gu-won a accéléré la voiture. Il l'a emmené rencontrer l'athlète dont il avait échoué à prendre la vie plus tôt. Après avoir accompli cette tâche, Gu-won a conduit Doi au bord du fleuve Han. Il lui a demandé de retenir son souffle. Doi a pensé qu'il allait l'embrasser, mais il a plutôt suggéré qu'il saute dans la rivière, espérant que cela pourrait faire revenir son tatouage en croix. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné, et Doi est encore plus traumatisée par ses expériences de mort imminente. Elle est partie en laissant de l'argent à Gu-won, pensant que leur relation était terminée. En marchant, Doi réfléchissait à qui pourrait vouloir lui faire du mal. Beaucoup de gens, non seulement dans sa famille mais aussi à l'extérieur, ne l'aimaient pas. Pendant ce temps, un homme mystérieux avait tué Monsieur Cha, le responsable financier du groupe Mirai. Monsieur Cha avait voulu parler à Doi avant d'être tué par le même homme qui avait précédemment essayé de lui faire du mal. Perdu dans ses pensées et choqué par la mort de Monsieur Cha, Doi a soudainement été attaqué par un motard qui lui a jeté de l'acide. Heureusement, Gu-won est apparu juste à temps pour la sauver, bien que ses vêtements aient été endommagés par l'acide. Cet incident effrayant a laissé Doi dans un état de panique, mais Gu-won a rapidement tenu sa main droite, et par magie, ses vêtements brûlés ont été réparés. Voyant cet exploit incroyable, Doi n'a pas pu s'empêcher de demander à Gu-won qui il était vraiment. En réponse, Gu-won a révélé qu'il était un démon. Après l'incident, Doi a rencontré la police pour parler de l'attaque à l'acide. La police a expliqué que l'acide utilisé pouvait vraiment blesser ou même tuer quelqu'un. Lorsqu'ils ont demandé si elle avait une idée de l'auteur de l'attaque, Doi ne voulait pas tout dire devant eux. En rentrant, elle n'a pas cessé de se demander à propos de Gu-won et à poser des questions sur les démons. Gu-won a expliqué que les démons faisaient des accords avec les gens pour réaliser leurs souhaits. Mais Doi n'était pas sûre de le croire. Pourtant, cela ne la dérangeait pas et elle a même demandé à Gu-won d'être son garde du corps. Doi savait que Gu-won avait besoin d'elle car son tatouage était sur elle, et elle avait besoin de Gu-won parce qu'il était fort grâce à son tatouage. Cependant, Gu-won a refusé et a continué à décliner malgré les demandes répétées de Doi. Néanmoins, Gu-won a quand même escorté Doi jusqu'à chez elle pour assurer sa sécurité. Pendant ce temps, l'homme qui avait jeté de l'acide sur Doi l'a suivi chez elle. Plus tard, il est retourné chez lui, frustré car l'attaque à l'acide n'avait pas fonctionné. Lorsque Gu-won est rentré chez lui, il a parlé à Bok-gu de la demande de Doi pour qu'il soit son garde du corps. Il n'aimait pas l'idée et pensait que cela le ferait passer pour un mauvais démon. Mais Bok-gu l'a encouragé à accepter, ce qui a agacé Gu-won. Peu après, Doi a envoyé un nouveau message à Gu-won, le menaçant même de faire enlever son tatouage au laser s'il refusait. Après avoir envoyé le message à Gu-won, Doi a vu les nouvelles concernant la mort de Monsieur Cha, le responsable financier du groupe Mirai. Inquiète, Doi a immédiatement contacté Madame Ju pour demander s'il y avait des problèmes dans son bureau. Elle a également mentionné que Monsieur Cha avait essayé de lui transmettre des informations importantes auparavant, mais elle avait ignoré ses avertissements. Elle trouvait suspect qu'il soit décédé juste un jour plus tard. Cependant,
Madame Zhou a refusé de répondre à ces questions et a dit à Doi de ne pas se mêler de ses problèmes. Plus tard, Madame Zhou a contacté son personnel pour recueillir des informations sur la mort de Monsieur Cha et les rapports financiers des 10 dernières années, tant pour la société principale que pour ses filiales. Après avoir examiné ces documents, elle a enfin trouvé quelque chose d'important. Le lendemain, pendant que Gu-won préparait du café, Bok-gu a remarqué une odeur étrange, comme de la chair brûlée. Gu-won l'a également senti et a pensé que cela ressemblait à de la viande grillée. Ils ont cherché la source et ont réalisé que cela venait du doigt brûlé de Gu-won. Ils ont reconnu cela comme une combustion spontanée, expliquée dans le manuel des démons. Gu-won en souffrait parce qu'il avait perdu ses pouvoirs. Ils ont paniqué et ont rapidement éteint le feu sur le doigt de Gu-won. Peu après, une actrice de théâtre nommée Ga-young est arrivée et a aidé à éteindre le feu avec de l'eau, mettant fin à l'incident étrange. Plus tard, Gu-won a contacté Doi et lui a demandé de se rencontrer. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Gu-won a rapidement dit qu'il voulait être le garde du corps de Doi. Cela a rendu Doi heureuse mais aussi curieuse, car Gu-won avait accepté l'offre de manière si soudaine. Il n'a pas donné de raison mais a convaincu Doi de ne pas s'en faire. Gu-won a ensuite emmené Doi à l'hôpital pour trouver quelqu'un prêt à signer un contrat avec lui. Ils ont rencontré une femme priant pour la guérison de sa fille. Gu-won a dit à la femme qu'il pouvait guérir sa fille. La femme était d'abord confuse, mais ensuite, sa fille gravement malade a commencé à avoir des difficultés à respirer. Gu-won a claqué des doigts, et la respiration de la fille s'est stabilisée. La femme était soulagée et a demandé comment sa fille s'était améliorée. Gu-won a expliqué qu'elle devait signer un contrat et irait dans un endroit mauvais après 10 ans. Doi a désapprouvé et a demandé à Gu-won de ne pas faire pression sur la femme, lui laissant du temps pour réfléchir. Étonnamment, la femme a accepté, même prête à aller dans un endroit pire que l'enfer si cela permettait à sa fille de se rétablir. Doi a été choqué. Après avoir conclu le contrat, Gu-won semblait heureux car cela aidait à son combustion spontanée. Mais Doi était agacé qu'il profite des malheurs des gens. Gu-won a dit que Doi l'utilisait aussi pour ses propres fins. En entendant cela, Doi a décidé de se séparer de Gu-won et de ne plus l'utiliser. Pendant ce temps, Madame Zhou a réprimandé l'homme mystérieux, exprimant sa colère pour ses actions et souhaitant qu'il fasse face à une punition. L'homme est parti sans un mot. De son côté, Gu-won profitait de son gâteau quand Bok-gu est arrivé et a partagé leur découverte sur la nuit où Gu-won a perdu son tatouage. C'était une nuit de pleine lune, ce qui se produisait tous les 29 jours, ce qui signifie qu'il restait 28 jours à Gu-won pour récupérer son tatouage. De retour au bureau de Mirai FNB, Doi semblait distraite pendant une réunion. Plus tard, elle a demandé à Madame Shin d'acheter du matériel de self-défense et de lui engager un garde du corps. Pendant ce temps, Gu-won se rappelait ce que Doi avait dit et est allé à l'hôpital pour rendre visite à la petite fille qu'il avait sauvée plus tôt. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il a demandé à la fille quel était son rêve. Son père a dit que son vœu s'était déjà réalisé, à savoir célébrer son 10e anniversaire en dehors de l'hôpital. Mais la fille a chuchoté à Gu-won que son vrai rêve était que ses parents ne souffrent pas ou ne tombent pas malades à cause d'elle. Peu après, sa mère est arrivée, et ils sont partis ensemble. Plus tard, Doi était à une réunion dans un restaurant lorsqu'elle a vu la petite fille qu'elle avait rencontrée à l'hôpital avec Gu-won la veille. La fille fêtait son anniversaire avec ses parents. Doi a été profondément touchée car la mère de la fille avait sacrifié sa propre vie pour la guérison de sa fille. En rentrant chez elle, Doi pensait à la situation de la fille. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir de la voiture, Gu-won l'attendait dehors avec un parapluie. Finalement, Gu-won est redevenu son garde du corps. Ce soir-là, Gu-won a raccompagné Doi chez elle. Pendant le trajet, Doi a demandé pourquoi Gu-won voulait redevenir son garde du corps. Gu-won a dit qu'il avait besoin de quelque chose de stimulant dans sa vie ennuyeuse. Il a aussi demandé pourquoi Doi voulait encore de lui, et elle a répondu que seule une personne comme Gu-won pouvait gérer les mauvaises personnes. Peu après, Doi a reçu un message de Madame Zhou disant adieu. Au début, Doi a pensé que Madame Zhou plaisantait et a répondu de manière décontractée. Mais elle a demandé à Gu-won de l'accompagner pour rendre visite à Madame Zhou. En arrivant chez Madame Zhou, Doi a trouvé son corps sans vie. Elle a été très choquée et a beaucoup pleuré. Elle a supplié Gu-won de sauver Madame Zhou et était même prête à faire un accord avec lui. Mais Gu-won ne pouvait pas ramener les morts à la vie, donc Doi a dû accepter que Madame Zhou soit partie. Le lendemain, les funérailles de Madame Zhou ont eu lieu. Ses enfants, ses proches et ses collègues étaient présents. Étonnamment, les enfants de Madame Zhou ne semblaient pas tristes et se présentaient comme des candidats potentiels pour remplacer leur mère. Doi était dégoûté par leur attitude,
Alors elle est allée dans le jardin de Madame Zhu. Bientôt, Do-kyung est apparu et lui a proposé une cigarette, mais elle a refusé, disant que Madame Zhu n'aimait pas l'odeur de la cigarette. Do-kyung a malgré tout allumé une cigarette, ce qui a mis Do-hee en colère et elle l'a jetée. Gu-won est arrivé peu après et a suggéré de prendre un verre avec Do-kyung, mais Do-kyung a refusé et est parti. Gu-won était offensé par le comportement de Do-kyung et a décidé de lui donner une leçon en utilisant ses pouvoirs. Peu après, la police a réuni la famille de Madame Zhu, y compris Do-hee, pour partager les résultats de leur enquête sur la mort de Madame Zhu. Ils ont rapporté que le dernier médicament pris par Madame Zhu était du diclofénac. Lorsque Do-hee a entendu cela, elle a été choquée car elle savait que Madame Zhu était allergique à ce médicament. Cela lui a rappelé la mort de Monsieur Cha, et elle a commencé à suspecter que cela était lié au cas de corruption chez Mireille. Elle pensait que peut-être la personne derrière la corruption avait tué Madame Zhu pour cacher la vérité. Cependant, les enfants de Madame Zhu ont demandé à la police de dire que leur mère était morte d'une crise cardiaque pour protéger la réputation de l'entreprise. Après cela, ils sont allés écouter le testament de Madame Zhu. Ils sont tous revenus dans la cour, mais Do-hee est resté derrière et a déclaré à haute voix que Madame Zhu n'était pas morte d'une crise cardiaque mais avait été assassinée. Elle a aussi dit qu'elle savait pourquoi le tueur avait agi, car c'était la même personne qui avait essayé de la tuer auparavant. Les enfants de Madame Zhu ont essayé de faire taire Do-hee, et Sok-min a même dit à ses gardes du corps de l'enlever. Heureusement, Gu-won est arrivé et a empêché les gardes du corps de Sok-min de toucher Do-hee. Ensuite, l'avocat de Madame Zhu, Monsieur Jong, a demandé à Do-hee de se joindre à l'annonce. Monsieur Jong a ensuite lu le testament de Madame Zhu. Dans le testament, Madame Zhu a laissé tout son patrimoine, y compris actions et obligations, à sa famille sous certaines conditions. Ses propriétés, y compris la maison à Annam-dong et de l'argent, devaient être données à la fondation de bienfaisance Ansarang. Les actions et le contrôle des entreprises subsidiaires du groupe Mireille devaient revenir à l'héritier, qui s'est avéré être Do-hee. Cela a choqué tout le monde, y compris les enfants de Madame Zhu et Do-hee. Cependant, il y avait une condition. Do-hee devait se marier dans l'année suivant la mort de Madame Zhu. So-han est devenue hystérique car elle et Sok-min s'attendaient à devenir commissaire du groupe Mireille. Do-hee, encore en train d'essayer de comprendre pourquoi Madame Zhu l'avait choisi, a écouté Monsieur Jang expliquer que Madame Zhu avait beaucoup réfléchi à cette décision avant de lui remettre une lettre. So-han, Sok-min et Sera se sont approchés de Do-hee, espérant qu'elle ne remplirait pas les conditions du testament. Mais Do-hee savait qu'il tramait quelque chose et voulait découvrir qui avait tué Madame Zhu. Devant tout le monde, Do-hee a déclaré avec audace que la seule façon de l'arrêter était de la tuer. Après avoir dit cela, elle s'est dirigée vers Gu-won et lui a proposé de l'épouser. Tout le monde a été choqué, et Do-hee a enlevé une des bagues données par Madame Zhu pour la donner à Gu-won. Malheureusement, Gu-won a rejeté Do-hee devant tout le monde, ce qui l'a laissé embarrassée. Elle a décidé de partir, mais Gu-won l'a suivie pour rester professionnelle en tant que son garde du corps. Pendant ce temps, So-han ne pouvait pas accepter ce qui s'était passé et exprimait sa colère. Elle se sentait trahie par sa mère et pensait même à porter l'affaire en justice. Cependant, Sok-min a refusé, disant que leur héritage dépassait la limite légale et que le testament de leur mère était valide puisqu'il avait été fait devant son avocat. Sok-min se souvenait d'un incident survenu il y a 12 ans, lorsque Madame Zhu l'avait dénoncé après qu'il ait causé un accident mortel. Elle ne l'avait pas défendu à l'époque, ce qui avait exacerbé son ressentiment envers elle. Gu-won a raccompagné Do-hee chez elle. Avant de sortir de la voiture, elle lui a demandé de ne pas parler des événements de la journée et de rentrer immédiatement. Elle avait accidentellement laissé le testament de Madame Zhu dans la voiture. Gu-won l'a retrouvé et l'a rapidement restitué. En attendant dehors, il a entendu Do-hee exprimer sa frustration face à son rejet, ce qui l'a effrayé, alors il est parti. Peu après, la sonnette a retenti. Do-hee pensait que c'était Gu-won, mais c'était So-kun, venu la réconforter. Do-hee a raconté à So-kun le meurtre de Madame Zhu, lié à la corruption dans le groupe Mireille. Elle voulait former une équipe pour trouver le tueur, même si cela mettait sa vie en danger, car elle sentait déjà que sa vie était en péril. So-kun a essayé de la décourager, inquiet pour sa sécurité. Mais Do-hee croyait que c'était de sa faute et que rien de tout cela ne se serait produit si elle n'existait pas. Madame Zhu avait été tuée juste avant de nommer Do-hee commissaire, ce qui renforçait sa détermination à découvrir la vérité. Après le départ de So-kun, Do-hee se sentait de nouveau seule et a lu le testament de Madame Zhu. Bientôt, elle a reçu un message de Madame Shin indiquant que la nouvelle du rejet de sa proposition par Gu-won avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Do-hee a demandé à rencontrer Gu-won et lui a montré les nouvelles virales.
Elle pensait que Gu-won l'avait rejetée à cause de leurs statuts sociaux différents et de la peur d'être perçue comme matérialiste. Mais elle était curieuse de connaître la véritable raison, considérant à quel point elle était attirante. Gu-won a expliqué sa philosophie de célibat et a demandé à Do-hee d'oublier l'incident. Mais Do-hee ne pouvait pas oublier, surtout maintenant que c'était public. Gu-won a alors demandé pourquoi elle l'avait choisi alors qu'il y avait beaucoup d'autres hommes, laissant Do-hee sans voix. Peu après, Do-hee a demandé une autopsie pour Madame Ju, mais ses enfants ont rejeté l'idée, et Madame Ju a été incinérée à la place. Pendant ce temps, Gu-won s'est soudainement souvenu de sa vie passée en tant qu'humain, lorsqu'on l'appelait Yeon. Il a partagé son rêve avec Bok-gu, qui a deviné que Gu-won pourrait redevenir humain et commencer à vieillir. Cette idée a effrayé Gu-won, car il ne voulait pas vieillir. Plus tard, alors que Gu-won escortait Do-hee, il lui a pris la main en expliquant qu'il avait besoin de se recharger. Il a même demandé s'il pouvait se tenir la main régulièrement. Do-hee a d'abord refusé, alors Gu-won a révélé qu'il avait peur de vieillir et avait besoin de sa main pour se recharger. Malgré tout, Do-hee était hésitante. En arrivant au bureau, Madame Shin a remis à Do-hee les images de vidéosurveillance dont elle avait besoin. Avec autant de vidéos à visionner, Do-hee a demandé l'aide de Gu-won pour trouver la vidéo montrant quelqu'un en train de manipuler le sac de Madame Ju. Ils ont passé des heures à regarder les enregistrements, avec Gu-won tenant parfois la main de Do-hee pour renforcer son pouvoir. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé le coupable dans les images. Étrangement, Gu-won a proposé d'utiliser ses pouvoirs pour identifier le coupable, mais cela n'a pas fonctionné. Bien qu'il puisse transférer son pouvoir aux objets, cela ne fonctionnait pas pour ce cas. La scène revient sur le moment où Madame Ju a réprimandé un homme mystérieux pour ses actions immorales et sa suspicion d'implication dans un meurtre. Elle avait même dit que son comportement était similaire à celui de ses parents. Après avoir rencontré Madame Ju, l'homme avait manipulé son médicament, le remplaçant par du diclofénac. Cependant, les images de vidéosurveillance montrant cela ont disparu, et même Sokun, qui enquêtait sur l'ordinateur portable de Monsieur Cha, n'a trouvé aucune preuve, comme si cela avait été effacé. Ce soir-là, Gu-won a invité Do-hee à dîner avec ses employés, où il a expliqué pourquoi il l'avait rejeté devant eux. Cela a profondément blessé Do-hee, et elle est partie seule. En cherchant Do-hee, Gu-won a rencontré de nouveau Song-won et ses hommes, qui étaient là pour lui faire du mal. Malheureusement, Gu-won avait perdu ses pouvoirs, donc Song-won et ses hommes l'ont battu sévèrement. Pendant ce temps, Do-hee était de plus en plus inquiète en ne parvenant pas à joindre Gu-won. Elle a décidé de partir à sa recherche, sans savoir qu'il avait été attaqué. Heureusement, Do-hee l'a trouvé et a soufflé dans un sifflet, se déclarant comme le garde du corps de Gu-won. Elle a essayé de se battre contre Song-won et sa bande avec un liquide épicé, mais Gu-won a attrapé sa main pour l'arrêter. En tenant sa main, ses blessures se sont guéries. Pour se battre contre les gangsters, Gu-won a invité Do-hee à danser le tango avec lui. Ils ont commencé à danser et ont réussi à vaincre les gangsters. Après avoir terminé le tango, le tatouage de Do-hee continuait de briller, et Gu-won a commencé à ressentir quelque chose de étrange. L'homme mystérieux enregistrait secrètement leurs actions. Ensuite, Gu-won a lâché la main de Do-hee et est parti, la laissant confuse et essayant de le poursuivre. Alors que Gu-won raccompagnait Do-hee chez elle, il continuait à l'ignorer. Dans l'ascenseur, il se tenait la poitrine et essayait de nier ses sentiments. À son arrivée chez elle, Do-hee est devenue très frustrée par l'attitude indifférente de Gu-won. Elle pensait que leur danse avait dû éveiller quelque chose en lui aussi, mais son comportement froid l'a laissée encore plus perplexe. Elle a donc décidé d'aller chez Gu-won pour comprendre ses émotions. Do-hee était déterminée à rencontrer Gu-won, même au milieu de la nuit. Au sein de la fondation Sonwol, elle a été captivée par un tableau représentant une femme avec une épée. Ensuite, Ga-young est apparu avec son épée dégainée, surprenant Do-hee. Do-hee a attrapé son outil de self-défense et l'a pointé sur Ga-young. Réalisant que Do-hee allait rencontrer Gu-won, Ga-young lui a urgemment conseillé de partir. Ignorant l'avertissement, Do-hee a continué à chercher Gu-won. Dans la chambre de Gu-won, Do-hee a constaté qu'il n'était pas là. Elle a exploré la pièce et a remarqué de nombreux livres et horloges, qu'elle a pensé être des collections de Gu-won. Les horloges étaient en réalité liées aux personnes ayant conclu des contrats avec Gu-won. En consultant un livre, Do-hee a essayé de le prendre, mais Gu-won est apparu soudainement et l'a arrêté. Ga-young prévoyait d'écouter leur conversation en cachette, mais Gu-won l'a remarqué et lui a suggéré de s'exercer. Ga-young a taquiné Do-hee en prétendant avoir une connexion spéciale avec Gu-won. Avant de partir, Ga-young a invité Gu-won au théâtre pour une discussion. Après le départ de Ga-young,
Gu-won a demandé à Do-hee pourquoi elle était venue. Do-hee voulait savoir pourquoi Gu-won l'avait laissée plus tôt sans un mot, espérant une réponse bienveillante. Cependant, Gu-won a simplement dit qu'il voulait éviter de rester avec elle. Déçu, Do-hee a quitté la chambre de Gu-won. Malgré son attitude froide, Gu-won a immédiatement appelé Bok-gu pour veiller à la sécurité de Do-hee sur le chemin du retour. Pendant ce temps, Do-gyong consultait un médecin. Il a mentionné de manière désinvolte qu'il avait tué quelqu'un, ce qui a surpris le médecin. Mais Do-gyong a rapidement écarté cela comme une blague, sachant que le médecin n'écoutait pas vraiment. Après cela, Do-gyong est parti, et le médecin l'a qualifié de fou, ce qui a offensé Do-gyong. En parallèle, Sok-min rencontrait les directeurs du groupe Mirai pour les convaincre de le choisir comme nouveau commissaire. Les directeurs pensaient d'abord que Do-hee devrait devenir commissaire selon le testament de Madame Ju. Cependant, Sok-min les a menacés avec leur implication passée dans des activités corrompues pour obtenir ce qu'ils voulaient. Blessé par les paroles du médecin, Do-gyong a attaqué brutalement le médecin. En rentrant chez lui, son père lui a demandé s'il y avait quelque chose de suspect concernant Monsieur Cha, le directeur financier de l'entreprise dirigée par Do-gyong. Do-gyong a répondu qu'il n'y avait rien de suspect à propos de Monsieur Cha, puis est allé dans sa chambre. Pendant ce temps, Sera écoutait de la musique, réfléchissant aux événements ayant conduit à la mort de Madame Ju à cause du mauvais médicament. Son mari a interrompu ses pensées en arrivant. D'autre part, l'homme mystérieux qui avait essayé de nuire à Do-hee montrait une vidéo de Do-hee et Gu-won dansant le tango à quelqu'un qui semblait être son supérieur. Cependant, la partie montrant les capacités extraordinaires de Gu-won était mystérieusement endommagée. Après avoir expliqué cela, le supérieur a ordonné à l'homme d'éliminer Do-hee lorsqu'elle n'était pas avec Gu-won. Le lendemain, Gu-won a repris ses fonctions de garde du corps de Do-hee. L'homme mystérieux s'est déguisé et s'est infiltré dans le bureau de Do-hee en tant qu'employé. Ce jour-là, il y avait une réunion pour voter sur le système de gestion d'urgence. Le conseil d'administration a nommé Sok-min, le PDG de Mirai Electronics, comme commissaire de remplacement. Sok-min a remporté le vote. Cependant, Do-hee a déclaré qu'elle donnait temporairement l'entreprise à Sok-min, car elle croyait qu'elle deviendrait bientôt commissaire elle-même. Sok-min a mentionné qu'il attendait avec impatience une invitation au mariage de Do-hee, puisque le testament de Madame Ju stipulait que Do-hee pourrait devenir commissaire une fois mariée. Après la réunion, Sok-hoon a demandé à parler en privé avec Do-hee. Il avait trouvé un rapport financier du groupe Mirai datant de 2 ans, qui semblait suspect. Le groupe Mirai avait payé beaucoup d'argent pour un navire et une petite entreprise il y a 2 ans, mais il y avait des doutes sur l'emplacement du navire, et la petite entreprise avait fait faillite. Do-hee pensait qu'il s'agissait peut-être d'une fraude comptable et espérait que le rapport pourrait servir de preuve contre les enfants de Madame Ju. Ils ont ensuite rencontré Monsieur Jong pour signaler ce que Sok-hoon avait découvert. Cependant, Monsieur Jong hésitait en raison du manque de preuves solides et de la puissance de leurs adversaires. Après cela, Do-hee est allé au poste de police pour vérifier son rapport sur la personne qui l'avait attaqué avec de l'acide. La police avait du mal à identifier l'agresseur sur la base d'un croquis, sans progrès significatif. Entendant cela, Do-hee s'est proposé comme appât pour attraper l'agresseur, mais la police était réticente et a promis de continuer l'enquête. Après avoir terminé ses tâches pour la journée, Do-hee est allée dans un restaurant pour rencontrer quelqu'un nommé Woo-son, l'homme qu'elle avait manqué de rencontrer lors d'un rendez-vous arrangé par Madame Ju. Woo-son s'est révélé être un procureur narcissique et bavard, avec un mauvais sens de l'humour et un comportement agaçant. Même Gu-won a dû utiliser ses pouvoirs pour mettre Woo-son mal à l'aise. Do-hee manquait de temps et voulait encore se marier rapidement avec Woo-son pour pouvoir devenir commissaire bientôt. Elle a demandé à Woo-son d'enregistrer leur mariage ce jour-là, et Woo-son a accepté avec joie. Cependant, Gu-won n'était pas d'accord avec sa décision. Néanmoins, Do-hee a choisi Woo-son parce qu'il était procureur et pourrait l'aider à gérer les enfants de Madame Ju. Plus tard, Do-hee a contacté Madame Shin pour préparer tout pour son mariage. Voyant Do-hee se lancer à contre-cœur dans cela, Gu-won a soudainement arrêté sa voiture et l'a invité à attraper la personne qui la visait. Ils sont allés voir Song-won, le chef du gang que Gu-won avait affronté auparavant. Gu-won a demandé à Song-won d'aider à trouver et capturer l'attaquant, même en utilisant des menaces. Cependant, Do-hee a refusé, ne voulant pas que quelqu'un se blesse. Gu-won est devenu frustré par le manque de détermination de Do-hee et lui a dit qu'elle était la cause principale de leur problème. Offensé, Do-hee a renvoyé Gu-won comme garde du corps, et il a accepté de la laisser tranquille. Plus tard, Madame Shin est venue chercher Do-hee et l'a ramenée chez elle. Inattendu, l'homme mystérieux était déjà à l'intérieur de la maison de Do-hee, la surveillant.
Alors que Doi était seul, son lecteur de musique s'est soudainement allumé, la perturbant. Peu après, l'homme l'a attaquée, l'endormant rapidement jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il l'a ensuite suspendue par un tissu à la balustrade du balcon, se préparant à la faire tomber. Quand Doi s'est réveillée, elle a crié. Lorsque l'homme a essayé de la faire taire, elle a réussi à déclencher un appel SOS à ses contacts d'urgence, dont Gu-won. Par hasard, Gu-won était encore éveillé, regardant Ga-young s'exercer, alors il s'est précipité vers l'appartement de Doi. À son arrivée, ils ont découvert que l'ascenseur était hors service, ce qui a contraint Gu-won à monter les escaliers à pied. Bien qu'il soit fatigué, Gu-won était déterminé à sauver Doi. L'homme mystérieux n'était pas parti et a tenté de blesser la main de Gu-won en se tenant à la balustrade du balcon. Heureusement, Gu-won a attrapé le tatouage sur la main de Doi, ce qui leur a permis de se rendre à l'escalier de secours. Doi a immédiatement étreint Gu-won et a pleuré de peur, et Gu-won a essayé de la réconforter alors qu'elle pleurait hystériquement. Peu après, Sokun est arrivé, car il était également inscrit comme contact d'urgence sur le téléphone de Doi. Malheureusement, il est arrivé trop tard et n'a pu que voir le moment où Doi et Gu-won se serraient dans les bras. Une fois les choses calmées, Doi a commencé à partager des détails sur l'homme mystérieux. Elle a mentionné que l'homme semblait prendre plaisir à la voir effrayée, et que la chanson qu'il jouait avait une signification particulière. Doi a vérifié les images de la CCTV sur son téléphone, mais elle a noté que le suspect semblait différent. Gu-won a acquiescé, remarquant une blessure au cou sur le suspect, ce qui a rappelé à Doi son ancien chauffeur, qui avait une blessure similaire. Gu-won a supposé que l'homme pourrait être le même coupable mais avait changé son apparence pour compliquer son identification. Sokun, entendant les explications de Doi et de Gu-won, avait l'air confus. Il a demandé à Gu-won qui il était vraiment et comment il avait sauvé Doi dans une situation aussi difficile. Sokun était également curieux de savoir ce que Doi et Gu-won lui cachaient. Cependant, Gu-won a refusé de répondre et a dit à Sokun de demander directement à Doi. Pendant ce temps, Doi est retournée au balcon, essayant de traiter l'expérience proche de la mort qu'elle venait de vivre. Peu après, Sokun a proposé à Doi, lui tendant la main. Inattendu, Gu-won est également apparu et a proposé à Doi, lui offrant sa main. Doi était confuse par les deux propositions et a demandé un peu de temps pour réfléchir. Le lendemain, au bureau, Doi avait du mal à se concentrer, pensant encore aux événements de la nuit précédente. Pendant ce temps, Bok-gu est arrivé avec de la nourriture pour Gu-won. En partageant le repas, Gu-won a remarqué l'arrivée de Sokun avec un bouquet de fleurs. Sokun a donné les fleurs à Doi comme symbole de sa proposition, mais ils ont tous les deux ri nerveusement, se sentant mal à l'aise. Gu-won a vu leur proximité et s'est senti jaloux, même s'il ne l'admettait pas. Plus tard, Doi et Sokun ont poursuivi leur conversation, et Sokun a avoué qu'en voyant Doi proposer à Gu-won la veille, il avait eu l'impression que son cœur allait éclater de jalousie. Depuis, Sokun a réalisé que ses sentiments pour Doi avaient changé. Elle a été surprise de réaliser ses sentiments changeant envers Sokun, qu'elle avait considéré comme un membre de la famille jusqu'à présent. Peu de temps après, Doi a assisté à la cérémonie de pose de la première pierre pour la deuxième usine du groupe Mirai. Sa présence a surpris Sokmin et les autres qui la voyaient là. Cependant, le plus choqué était Do-gyong, qui n'en croyait pas ses yeux en voyant que Doi était encore en vie. Doi était présente pour annoncer son mariage imminent, prévu pour le lendemain. Pendant la cérémonie, Doi a remarqué un homme avec une cicatrice au cou, semblable à celle de son agresseur de la nuit précédente. Le lendemain, le jour du mariage est enfin arrivé, et Doi était magnifique dans sa robe de mariée. Elle a utilisé cette occasion spéciale pour promouvoir son nouveau produit. Avant le début de la cérémonie, Doi a fait une promesse silencieuse à Madame Zhu, jurant d'aller de l'avant et de découvrir la vérité. Lorsque la cérémonie a commencé, Doi se tenait à l'autel, attendant avec impatience son futur époux. À sa surprise, c'était Gu-won qui se tenait devant elle. Elle avait choisi Gu-won comme partenaire parce qu'elle croyait qu'il pouvait la protéger du danger. Avec cela en tête, elle a décidé de l'épouser, et ils ont échangé leurs vœux de mariage. Avant le jour de leur mariage, Doi avait donné à Gu-won un contrat de mariage, décrivant les conditions qu'ils devaient suivre jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs respectifs. Après avoir échangé leurs vœux, ils sont joyeusement descendus l'allée pour saluer leurs invités. À ce moment-là, Doi a remarqué un sourire étrange sur le visage de Do-gyong, laissant présager quelque chose de suspect. Maintenant, Gu-won et Doi vivaient ensemble. Lorsque Gu-won est d'abord entrée dans la maison, il a cru qu'elle avait été cambriolée en voyant le désordre. En vérité,
Doi n'avait pas eu le temps de ranger à cause des préparatifs du mariage. En entendant cela, Gu-won a gentiment pris la main de Doi et a utilisé ses pouvoirs pour nettoyer la maison. Réalisant les capacités de Gu-won, Doi lui a demandé de l'aider à récupérer des vêtements qu'elle avait précédemment jetés à la poubelle en utilisant ses pouvoirs. Pendant ce temps, Sokun était dans son bureau, travaillant dur. Ensuite, il est devenu curieux et a commencé à chercher des informations sur la fondation Sonwol de Gu-won. Il a trouvé un article sur l'achèvement du nouveau théâtre Sonwol le 7 juin 1977. Sokun a alors contacté quelqu'un et a demandé plus de détails sur la fondation Sonwol, y compris des informations provenant de vieux journaux qui mentionnaient Sonwol. Le lendemain, Gu-won se réveilla en se sentant étrange, car il avait eu un autre rêve de son époque humaine. Il fut soudainement tiré de son sommeil par un bruit venant de l'extérieur de sa chambre, qui se révéla être Doi en train de prendre son petit déjeuner. Gu-won fut captivé par le regard innocent de Doi alors qu'elle savourait un simple repas de pain et de lait. Sans réfléchir, il lui fit un compliment sur sa beauté, bien qu'elle venait juste de se réveiller. C'était un jour férié, alors elle proposa à Gu-won de se joindre à elle pour enquêter sur le coupable. Au début, Gu-won hésita car Sokun était également en train d'examiner la mort de Monsieur Cha. Cependant, Doi argumenta que recueillir des informations auprès des vivants pourrait être plus rapide que de traiter avec les défunts. Avec un peu de persuasion de la part de Doi, Gu-won accepta de l'aider à trouver la personne responsable des crimes. Gu-won mentionna la difficulté de ne pas connaître la véritable identité du coupable, mais Doi révéla ses soupçons concernant Do-kyung. Ils décidèrent de suivre Do-kyung. Doi tendit la main et demanda à Gu-won d'utiliser ses pouvoirs pour les téléporter à l'endroit où se trouvait Do-kyung. Malheureusement, leur tentative de téléportation les conduisit dans une salle de bain, ce qui exaspéra Doi. Dans la salle de bain, ils furent surpris de trouver Do-kyung là. Ils se cachèrent rapidement et écoutèrent une conversation entre Do-kyung et son entraîneur. Do-kyung était réprimandé pour avoir failli nuire à son ami, mais il répondit avec colère, disant que tuer quelqu'un était normal. Après avoir quitté la salle de bain, Doi et Gu-won continuèrent à suivre Do-kyung. Lorsqu'ils le virent monter dans sa voiture, Doi incita Gu-won à se téléporter à nouveau. Gu-won hésita, soulignant le risque de se retrouver derrière ou dans le coffre de la voiture. Ils décidèrent plutôt de suivre Do-kyung en prenant un taxi et s'arrêtèrent à un endroit spécifique. Do-kyung gara sa voiture et se dirigea vers la station de métro. Doi et Gu-won se téléportèrent une fois de plus, apparaissant dans une cabine photo. Ils observèrent Do-kyung fouiller dans un casier. Cependant, Do-kyung sentit quelqu'un les observer et se dirigea vers la cabine photo. Juste au moment où il s'apprêtait à se téléporter à nouveau, le pouvoir de Gu-won échoua soudainement, les plongeant dans la panique. En se souvenant de la clause de leur contrat de mariage concernant les efforts maximum pour s'entraider, Gu-won embrassa Doi pour cacher leur visage à Do-kyung, et l'histoire continua. Donc, la morale de l'histoire est que, même si vous êtes un démon séduisant avec un tatouage mystérieux, parfois l'univers veut simplement que vous nettoyiez une maison en désordre et sauviez des demoiselles en détresse de situations embarrassantes.